Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Frédéric Mortier, enseignant, aussi maire de Longué-Jumelles, auteur de L'honneur d'un enseignant aux éditions Artege. Bonjour Frédéric Mortier. Bonjour à vous, merci de cette invitation. Alors Frédéric Mortier, c'est vrai que vous racontez dans L'honneur d'un enseignant cette histoire qui vous est arrivée, et on se dit avant, on dirait c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça, même s'il y a eu peut-être erreur ou maladresse de votre part. Mais enfin, on va raconter cette histoire et vous allez réagir ensuite, auditeurs de Sud Radio, parce que quand même on est, et ça s'est passé en 2021, c'est bien ça, fin 2021, et on est quand même dans une situation de fait où on voit très bien que la réalité n'existe plus, c'est la perception qu'ont certains de la réalité, et que l'hystérie est devenue un mode, je ne dirais pas de gouvernance, c'est un mode d'existence. C'est quand même, alors c'est vrai qu'il y a eu les sorcières de Salem, c'est vrai qu'il y a eu, mais on parle que les procès d'Inquisition, alors on va pas comparer, enfin l'Inquisition c'était il y a quelques siècles, eh ben non, ça dure encore. Alors, je voudrais que vous racontiez, Frédéric Mortier, qu'est-ce qui est arrivé exactement un certain jour de décembre 2021 dans votre collège. C'est un collège catholique. C'est un lycée professionnel catholique. Un lycée professionnel catholique, voilà. Alors, il est arrivé, vous racontez dans votre livre, effectivement, qui est un livre vraiment très intéressant à lire, et pour ce qu'il dévoile de notre contexte, de notre réalité. Et vous êtes arrivé, donc, discussion avec des élèves, racontez. Nous sommes un certain mercredi du mois de décembre, en toute fin de journée, avec une classe que je connais assez peu, avec une ambiance qui me paraît tout à fait agréable à vivre, et le sujet du débat, parce que je suis un homme dont la pédagogie est d'abord le débat, porte sur les origines et les fondements du droit. On en vient tout doucement mais sûrement au fait que nous sommes dans un établissement catholique, et là je sens une levée de bouclier avec quelques élèves qui me précisent que dans un établissement quel qu'il soit, on ne parle pas de catholique, on parle de laïcité. Puisque la vous religion... parliez des fondements du droit qui sont des fondements chrétiens, quoi. Évidemment, évidemment, judéo-chrétiens même. Ouais. Voilà, et donc je sens que le débat s'installe, ce qui me va bien, puisque j'ai l'habitude de cela, et encore une fois, ma pédagogie à moi, c'est de raccrocher les concepts à l'actualité ou à un débat qui s'installe, l'idée étant que chacun s'exprime et que chacun se fasse son opinion, loin de moi l'idée d'apporter une opinion personnelle. Et puis j'ai une élève en fond de classe qui m'interpelle et qui me dit, mais vous savez que mon voisin est musulman, et je lui réponds au second degré, et je m'adresse à cet élève en particulier, évidemment, mince, ça c'est un problème, et il va falloir que tu deviennes catholique. Vous l'avez dit en forme de boutade. Évidemment, je le dis sur le ton de l'humour, ce qui n'est pas reçu de la sorte, vous l'aurez compris, et qui donne suite à un élève qui veut sortir de la classe et qui devient un peu tendu, on va le dire comme cela. Jamais aucun élève en 28 ans de carrière n'est sorti de ma classe. Oui, 28 ans de carrière. 28 ans de carrière, oui. Plusieurs années comme directeur des orphelins d'Auteuil en collège et en lycée. Je crois savoir mener un débat, en tout cas je le pensais jusqu'ici, et j'ai voulu discuter ce qu'il a refusé. Voilà. Et vous avez dit, on va régler ça entre hommes, et il a pris ça pour une agression aussi. Alors en fait, j'ai utilisé plusieurs stratégies pédagogiques, plutôt même didactiques, pour essayer de récupérer un peu le moment et essayer de remettre la classe en discussion, en débat, ce qu'il a refusé à ce moment-là. Mais pardon, Monsieur Mortier, est-ce que c'était pas imprudent, peut-être que, hélas, en ce moment, depuis que, je sais pas, à l'époque, le second degré ne passe plus. On le voit dans les réseaux sociaux quelquefois. Alors c'est ce que je dis dans ce livre, puisque ce livre a été pour moi l'occasion d'abord de poser un peu les choses, de me demander si j'avais pas raté quelque chose à ce moment-là du jeu, et même peut-être de manière un peu plus lointaine. Nous avons changé de prisme pédagogique et didactique depuis quelque temps, en particulier depuis le Covid, je trouve. Et puis c'était aussi l'occasion pour moi, ce livre, de prendre de la hauteur sur la situation telle qu'elle se présente à nous les enseignants de manière plus globale, et notamment les enseignants de la partie catholique. Pour se rendre compte de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, mon imprudence a sans doute été celle de ne pas avoir saisi tout à fait le moment ou l'instant dans lequel je me trouvais.
Voilà, c'est aussi. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Continuons. Je comprends. Alors donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc cet élève est sorti et il s'est passé quoi après? Alors comme toujours, normalement, on se retrouve devant le conseil d'éducation ou devant le directeur et on en discute éventuellement avec les parents et on essaie de mettre un peu les choses au point. Oui. Et ça vous a été refusé, ça? Il est un fait que ce n'a pas été possible. Vous n'avez pas pu rencontrer ni les parents, ni avoir une discussion avec l'élève, ni même l'élève à nouveau. La conseillère d'ailleurs d'éducation vous a... Elle m'a précisé par un logiciel d'éducation nationale qui s'appelle Pronote que je devais aller voir la réponse sur Pronote. Et la réponse que j'ai eue le lendemain midi, c'est « Ils ont porté plainte ». Ils ont porté plainte. Voilà. On va en reparler tout de suite, on va continuer parce que c'est une histoire, hélas, malheureusement exemplaire. On va, juste après une petite pause, on continue. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Frédéric Mortier au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et l'on poursuit l'histoire à la fois choquante, à la fois, hélas, tristement exemplaire de Frédéric Mortier, qui est par ailleurs maire LR de Longué-les-Jumelles en Maine-et-Loire, et qui vient d'écrire L'honneur d'un enseignant aux éditions Artege, et qui est un livre vraiment à lire parce que il explique la chose, il explique ce qui s'est passé. Donc Frédéric Mortier, vous nous racontiez un peu ce qui s'est passé dans cette salle de classe. Il est parti, ensuite pas pu voir les parents, pas pu rediscuter avec l'élève. On vous a dit, eh bien voilà, ils ont porté plainte, disiez-vous. Alors, qui a porté plainte? La famille, l'élève La famille. La famille a porté plainte. Puisque l'élève était mineur à ce moment-là. Je ne sais pas trop s'il est encore mineur ou pas, mais... Donc évidemment, la famille se... Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis, enfin après? Eh bien, la famille porte plainte et quelques jours après, je reçois un coup de fil de la police nationale angevine qui me demande de venir les rencontrer. Je pose la question de savoir s'il s'agit d'un simple entretien ou d'une garde à vue. Là, on me répond qu'on ne sait pas et qu'il faudra voir sur le champ. Et puis quand je me retrouve... à Angers? C'est passé à Angers, absolument. Oui. Quand je me retrouve nez à nez... devant le commandant de police, je m'aperçois que je vais y rester sans doute un certain temps. Ce qui ne manque pas d'être le cas. Donc je subis 24 heures de garde à vue, une présentation au parquet le lendemain matin, sans lacets, sans ceinture bien sûr, sans tout comme ce qui si peut vous gêner. aviez vraiment agressé violemment quelqu'un, comme ça se passe dans les accidents, dans les... Ouais. Voilà, comme un... Mais on vous dit pourquoi, garde à vue? Enfin, vous avez dû poser la question. Alors oui, bien sûr, on m'explique au départ voilà, qu'il y a un dépôt de plainte pour 3 chefs d'accusation. Le troisième est assez étonnant, puisque moi-même j'avais déposé plainte, puisque l'élève m'avait bousculé et m'avait traité de raciste en classe, donc j'avais considéré qu'il s'agissait là d'éléments suffisants pour pouvoir aller déposer plainte. En tout cas, c'est ce que j'avais lu, et je l'explique dans le livre. Je suis un très vieux syndicaliste CFTC chrétien, et c'est ce que j'avais lu, et donc il me semblait nécessaire de le faire. Voilà, on me le reproche, et on me reproche même à ce moment-là du jeu. Alors le commandant de police me dirait que ce n'est pas un jeu, mais j'essaie de le vivre comme ça pour essayer de le vivre bien. On me reproche d'avoir dénoncé de manière calomnieuse, pour avoir moi-même déposé plainte. Et donc, propos racistes, harcèlement moral d'un jeune que je n'ai pas vu plus de 5 ou 6 fois. D'ailleurs, il déclare lui-même. Non, mais en quoi ça mérite une garde à vue? Enfin, une garde à vue. Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, et c'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Voilà, c'est une décision du procureur, visiblement. Je ne sais plus très bien en fait qui décide de quoi aujourd'hui. Donc on vous garde 24 heures. On garde 24 heures. Je descends au trou à 19h dans des conditions évidemment totalement lamentables. Alors là, je comprends les gens qui se plaignent des conditions de nos prisons et de ce qui se trouve dans les sous-sols de nos polices nationales ou de nos gendarmeries, parce que c'est totalement indigne. Et je suis donc censé passer la nuit. Donc je l'explique beaucoup dans ce livre, c'est un moment très très compliqué pour moi. Je suis un fan de Steve McQueen, donc je me remémore le film Papillon, et j'essaie de me mettre dans sa situation en me disant, même s'il faut manger des cafards, je les mangerai, je résisterai. Hygiène, saleté, c'est... Oui, évidemment, mais... ça sent extrêmement mauvais, l'urine est là, on est sur une planche de bois, il fait extrêmement froid. D'accord.
Je le raconte un peu plus dans le livre. J'ai quelques éléments avant même cette garde à vue qui me font penser qu'effectivement je vais y rester. Ouais. Voilà. Et puis le lendemain, il y a une nouvelle série de questions vers 7h ou 8h du matin. Et là, on me défère devant le procureur en m'expliquant qu'on ne va pas me mettre les menottes parce que je ne suis pas un voyou. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et quand vous êtes devant la vice-procureure qui ne vous entend pas, qui ne sait pas du tout, qui je crois n'a pas saisi vraiment la situation, qui ne peut pas m'entendre, elle m'explique que je vais finir devant le juge des libertés, qui lui-même m'explique que je suis un homme dangereux. Et donc, quand on me relâche quelques minutes après dans les rues d'Angers, pour récupérer mon véhicule, je passe en fait en quelques minutes d'un homme dangereux, de l'état d'un homme dangereux, à l'état d'un homme libre. Et là, on ne sait plus très bien ce qui se passe vraiment. Et donc, à ce moment-là, effectivement, vous retrouvez. Et quand est-ce qu'on vous annonce votre suspension de l'enseignement de ce collège catholique? De manière quasi automatique, dès lors que vous êtes convoqué au pénal, vous êtes automatiquement quand vous êtes convoqué au pénal, vous êtes automatiquement suspendu. Oui, c'est arrivé dans les jours qui ont suivi. D'accord. Et que vous dit vos autorités, votre rectorat Ils ne me disent rien, je n'ai aucune relation, ils ne prennent aucun coup de fil. Pas de lettre, pas de mail, un simple arrêté écrit que vous recevez dans votre boîte aux lettres et qui vous explique que le recteur vous suspend jusqu'à ce que le procès ait lieu. Voilà. Question suspens, sans indemnité, sans rien, ou au moins vous touchez votre... Alors sans indemnité, avec une petite indemnité qui est prévue par je ne sais quel code, je ne sais quel règlement, d'un petit millier d'euros qui est censé me faire survivre. 1 millier d'euros mensuel. Mensuel. C'est ça, d'accord. Et pour le reste, en 10 ans, vous êtes suspendu, durée indéterminée, pas de durée, rien. Pas de durée, rien, jusqu'à ce que le procès ait lieu. Et à ce moment-là du jeu, j'imagine qu'il y aura un deuxième procès administratif qui, en fonction du premier, c'est-à-dire du pénal, décidera ou pas de mon avenir. D'accord. Et pour le moment, ni le procès administratif, ni le procès pénal n'ont eu lieu? Pour l'instant, rien n'a eu lieu. C'est-à-dire que ce serait en octobre. Voilà, c'est prévu le 4 octobre, effectivement. Donc d'ici là, nous sommes actuellement en mars, c'est-à-dire que depuis donc fin décembre 2021, vous ne pouvez pas exercer. Tout à fait. Et alors, vous avez essayé, vous me disiez aussi, parce que c'est quand même... Donc vous disiez, ok, peut-être que là, il y a eu ce qu'il y a eu, je ne peux pas exercer là, mais vous avez demandé à pouvoir enseigner, comme 28 ans d'enseignement ailleurs, surtout, encore une fois, vous n'avez... Enfin, il n'y a pas une question de vol, de viol, d'harcèlement systématique ou quoi que ce soit. Et on vous l'a refusé. Alors, en tout cas, on ne me l'a pas permis. C'est-à-dire que le premier contrôle judiciaire porte sur une interdiction d'enseigner à l'échelle de la nation. Lorsque le premier procès qui devait avoir lieu en mai 2022 et qui a duré 20 minutes s'est déroulé, le juge a eu entre les mains, par le biais de mon avocat, l'ensemble des témoignages, et ils étaient extrêmement nombreux, d'anciens élèves qui me soutenaient et de collègues également, son discours a été de dire, mais il semblerait que vous ne soyez pas tout à fait l'homme que l'on décrit, et donc on va simplement garder le contrôle judiciaire sur l'établissement dans lequel vous êtes. Donc c'est le juge qui vous dit ça. Ça, c'est le juge qui dit ça. Et donc, nous sommes en mai. J'ai demandé une mutation pour pouvoir enseigner ailleurs. Et en début juillet, on me répond qu'il n'y a pas de poste pour moi et que mes demandes ne peuvent pas aboutir administrativement. Donc, je reste en poste là où je suis. Donc, je suis toujours suspendu dans l'établissement. C'est intéressant, mais ça s'appelle un refus. Ça, c'est formidable. On ne vous dit pas de pas, mais comme vous ne pouvez pas faire, mais ailleurs, il n'y a pas. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Et aucune... Non, mais il n'explique pas, il ne donne pas de raison. Ah non, il n'y a pas de raison. La seule raison est administrative, c'est-à-dire que mon concours, a priori, ne permet pas d'enseigner ailleurs, dans un moment où les enseignants sont plutôt recherchés. Alors, juste un mot, on va continuer à en parler, parce que, encore une fois, et ça vraiment, c'est très important d'en parler. Vous êtes maire de Longueuil-Jumelles. Comment réagissent vos administrés ou certains? Est-ce que vous avez eu témoignage? Quel genre de réaction? Dites-moi. Écoutez, les réactions sont plutôt globalement très bonnes, puisque j'étais en dédicace justement dans ma ville ce samedi et nous avons vendu un peu plus de 200 exemplaires du livre. Bon, c'est sur une ville de 7000 habitants, vous allez me dire que ça ne représente pas la population entière, mais
Non, mais autrement, vous avez eu des témoignages? Oui, j'ai des témoignages tous les jours, évidemment, de gens qui viennent me soutenir. Et puis après, je suis dans une commune qui a toujours connu un peu d'opposition politique, et donc l'opposition joue son rôle, évidemment. Bien sûr, bien sûr. On va continuer à en parler après une petite pause. Frédéric Mortier, l'honneur d'un enseignant, et on peut en parler aujourd'hui parce que quand on dit que les enseignants, c'est l'autorité, mais quand l'autorité devient elle-même victime, il y a quelques légers problèmes. À tout de suite. Vous avez des anecdotes, des témoignages à nous rapporter, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Frédéric Mortier et son livre L'honneur d'un enseignant. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Frédéric Mortier, enseignant, auteur de L'honneur d'un enseignant, à qui il est arrivé ce qu'il est arrivé, enfin, quelque chose d'assez dramatique quand même, qui révèle beaucoup de choses, même s'il a fait lui-même quelques erreurs de degré d'humour, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est grave, alors qu'on le suspend complètement, on le met en garde à vue. Et justement, Frédéric Mortier, alors, deux choses. Alors, vous avez parlé, on a parlé vous êtes maire par ailleurs, et beaucoup de gens de votre ville ont réagi effectivement d'une manière plutôt solidaire. Mais je voulais savoir deux choses. Comment réagit le corps enseignant, ou surtout à la hiérarchie enseignante, parce que je rappelle que vous êtes dans une école catholique, donc vous dépendez pas du tout de l'État, si j'ai bien compris. C'est bien. Alors ça. Nous sommes sous contrat d'association avec l'État, oui. Donc rémunéré par l'État. D'accord. Alors, est-ce que l'État a autorité sur ce genre d'incident ou d'accident que vous avez eu? Il a autorité, s'il souhaite avoir autorité, effectivement. Il peut l'avoir. Il peut l'avoir, et il l'a d'ailleurs, puisqu'il devra se positionner par rapport à la décision de la justice. D'accord. Mais alors, pour le moment, en attendant la décision de la justice, ça veut dire octobre, oui, dans le meilleur des cas, est-ce que vous avez eu des manifestations? Vous avez cherché à en avoir de la hiérarchie, à tout niveau, que ce soit du niveau ministériel et en descente? De la direction d'établissement jusqu'aux représentants de l'État, évidemment, j'ai cherché à avoir quelques retours. Oui. Et je n'en ai eu absolument aucun. Même la directeur de votre établissement? Même le directeur d'établissement qui m'a appelé une fois pour m'expliquer que la presse allait se faire l'écho de la situation. Ouais. Je ne l'ai plus jamais eu au téléphone, et je n'ai plus jamais obtenu aucun soutien, ni même aucune explication. En tout cas, j'ai souhaité m'expliquer aussi vis-à-vis de l'enseignement catholique, et à aucun moment on ne m'a autorisé à le faire. Je le dis dans le livre, je croise même le directeur départemental au bout d'une rue à un moment donné, et il fait en sorte de ne pas m'adresser la parole. Alors même que je suis maire d'une commune de 7000 habitants qui a 2 écoles privées, un collège privé, et que je finance pour beaucoup. L'école privée, quasiment à 70%. Donc j'aurais pu attendre, en tant que maire, donc j'aurais pu attendre de sa part qu'il y ait au moins une discussion. Voilà, qu'il soit d'accord ou pas avec ce qui s'est passé, mais au moins une discussion. Mais comment vous expliquez ça? Ça paraît quand même assez confondant. C'est ce que je dis dans le livre. C'est l'enseignement catholique d'aujourd'hui qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué. De mon point de vue, dans le mauvais sens. Moi, je suis un enseignant depuis les années 90. J'ai choisi l'enseignement catholique. J'ai le même concours qu'un enseignant des établissements publics, 1993. C'est le premier vrai concours qui permet de faire un choix privé ou public. Et que lorsqu'on fait un choix privé, on reste dans le privé. Un candidat du public peut venir enseigner dans le privé, mais l'inverse n'est pas vrai. Ah oui, vous ne pouvez pas, vous, par exemple, aller au public. Absolument pas. Et donc, c'est un vrai choix, celui d'un enseignant qui a eu un parcours d'école, de collège et de lycée privé, catholique, classique. Donc, j'y vais avec des convictions, et ces convictions se sont évidemment aujourd'hui complètement fissurées, puisque on voit bien qu'il n'y a aucun soutien de la part de l'enseignement catholique, et qui, à l'image de l'Église, je le dis aussi dans le livre, fait en sorte de se recroqueviller dans sa coquille et de ne pas voir quelles sont les vraies difficultés. Comment vous expliquez ça? Parce que vous n'êtes pas le seul, effectivement, à le dire, dans d'autres domaines, etc. Comment vous expliquez cette espèce soit de repli sur soi, soit d'abandon, on peut dire, quelque part?
Il y a sans doute... les faits sociétaux sont là, hein, ça correspond à... Ça relève d'une... Et vous le dites souvent dans vos émissions, ça relève d'une désocialisation de l'ensemble qui existe depuis quelques années, et puis probablement aussi d'un manque de courage. Je crois que ça joue beaucoup, ça aussi. Oui, absolument. Alors, je n'ai jamais été de cela, y compris dans ma toute petite carrière de politicien local. Je pense que le courage, c'est aujourd'hui ce qui manque pour faire revenir les électeurs aux urnes. Et dans le domaine de l'enseignement, c'est un vrai manque aujourd'hui. C'est très, très clair. Et du point de vue alors de la presse, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous en parlez effectivement dans votre livre, et vous dites qu'il y a eu effectivement la Ouest France, puis beaucoup d'autres. Et l'impression que vous avez eue, c'est intéressant, c'est que ils avaient déjà, enfin certains avaient déjà leur idée toute faite avant même de vous parler. On avait déjà, voilà, on savait ce que c'était, qui était le coupable, qui était la victime, etc. Évidemment, toute la PQR m'est tombée dessus sans même vouloir m'écouter. La presse quotidienne régionale, voilà. Oui. Et puis, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les médias nationaux sont venus jusque-là. Mediapart, qui m'en a remis une couche. J'ai eu Libération, Figaro. Enfin, tout y est passé en fait. Et à mon humble niveau, je me suis toujours demandé pourquoi à ce niveau-là, et pourquoi on entendait un seul son de cloche, alors même que dans le dossier, il y a bien un coupable éventuel et un requérant qui peut-être a une idée de ce qui s'est passé, qui peut s'expliquer aussi, mais qui peut être entendu de manière un peu différente que celle-là, quoi. C'est-à-dire que tous vous présentez de la même façon. Vous étiez, grosso modo, en schématisant, le prof raciste qui avait harcelé une victime en raison islamophobe, etc. Vous étiez islamophobe, raciste, etc. Exactement. Mais vous voulez dire que quand vous parliez aux médias et autres, ils ne disaient pas, ah oui, peut-être que même c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire c'était le blanc et noir, c'était manichéen, c'était quoi? C'était complètement manichéen. Les premiers qui m'ont appelé, c'est Ouest France. Ouais. Et je leur ai demandé s'ils allaient me citer, si mon nom allait paraître. Parce que souvent, évidemment, lorsqu'on gère du pénal, lorsqu'on écrit sur du pénal et qu'on est journaliste de PQR, on ne met pas le nom, le prénom ou le pédigré de la personne qui est en cause. En l'occurrence, la réponse que j'ai obtenue, c'est « Vous êtes un homme public et donc vous allez figurer dans nos journaux avec votre nom, votre prénom et votre pédigré. » Et là, j'ai compris à partir de ce moment-là que je n'avais plus la main sur rien. Le fait que je sois un maire de droite, qui à un moment de sa vie a été secrétaire général de Debout la France pour Nicolas Dupont-Aignan, faisait que de toute façon, je ne m'en sortirais pas. Vous étiez marqué du sceau de l'infamie. Complètement. Ah bon, même ça, donc ça s'applique à LR. J'en suis convaincu en tout cas. J'en suis convaincu en tout cas. Oui, enfin c'est ce que vous pensez. Oui, non, en tout cas, c'est intéressant à voir comment tout cela fonctionne. Et donc aujourd'hui, vous en êtes au stade de l'attente du procès. Tout à fait. Et rien n'a bougé. Rien n'a bougé, si ce n'est le plaisir de venir vous rencontrer. Non, mais écoutez, moi, ce qui est tout à fait fascinant, encore une fois, c'est Cocteau qui disait qu'il aimait bien, il était temps que les miroirs réfléchissent. Et je crois que votre livre, il est temps de réfléchir là-dessus. Moi, je veux bien. On peut dire, oui, que quand vous lui avez dit, il faut se convertir au catholicisme, et vous l'avez dit, on voit très bien, en tout cas dans le livre, que c'était pas une envie, allez, convertissez-vous, infidèle et mécréant, etc. Mais que ça ait pris ses proportions est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un parti pris au sens littéral du terme, un parti pris, et que ce parti pris, évidemment, était condamné à aller contre vous comme une meule, quoi. C'est ça. Oui, comme un rouleau compresseur. Comme un rouleau compresseur. Et vous tombez dans les abîmes, vraiment. Et Guillaume, je ne veux pas être intimiste, Frédéric Mortier, comment vous, votre famille, comment vous le vivez, comment... Ça se vit très mal. Ça se vit forcément très mal. C'est l'avenir qui est en jeu, en fait. C'est-à-dire que j'étais moi-même en situation de reprendre une direction d'établissement scolaire. J'étais en validation d'acquis d'expérience. Tout était en route pour reprendre un peu de responsabilité. J'ai femme et enfants, effectivement. Et tout ça tombe
ton ballot voilà, disparaît, hein, puisqu'une fois que vous êtes sur les réseaux sociaux dans ce pays, en plus, vous êtes marqué d'un certain saut. Donc oui, pour la famille, c'est évidemment très 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 compliqué. Sauf que ça peut changer, soyons clairs. Vous n'êtes pas ad vitam aeternam, enfin, je l'espère pour vous, mais... Que Dieu vous entende. Non, les réseaux sociaux, ça bouge et il y a des pouvoirs et contre-pouvoirs. Mais enfin, c'est vrai que c'est une situation tout à fait tristement étonnante, il faut le dire. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs ? Nous avons des auditeurs et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et on accueille Madeleine de l'Espard dans le Médoc. Bonjour Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour Monsieur Berkoff, je suis ravie de vous avoir et bonjour à votre grand professeur. Bonjour madame. Bonjour. Je suis collègue, j'ai travaillé 42 ans pour l'enseignement catholique et je suis en train de me demander en tant que salarié comment il se fait que vous ne soyez pas défendu par les OGEC, les appels, la direction diocésaine. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils se servent de nous, je vais vous le dire moi. Hein? Voilà. Attendez, c'est une bonne question, Madeleine. Pourquoi vous n'êtes pas descendu par les organismes dont parle Madeleine? C'est une bonne question. Effectivement, c'est une bonne question, je le redis. Non, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a sans doute une affaire dans l'affaire. Ah bon? C'est-à-dire que je pense que si la direction d'établissement n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer de manière un peu légale en fait, ou réglementaire, Oui. c'est qu'il y a peut-être d'autres raisons. Donc on va attendre la fin du procès et puis on verra ce qui se passe après. D'accord. Madeleine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que quand même nous sommes quand même assez déconsidérés parce qu'on fait le même travail que nos collègues du public. Et moi, j'ai 23% de moins de retraite. Au nom de quoi? On a fait le même boulot, on avait 35 élèves par classe et eux ne font rien pour nous défendre. Oui, c'est une vraie question, Madeleine, c'est vrai. On va la poser. Je pense que c'est général et qu'il faudrait monter au créneau. Il faudrait que les jeunes, maintenant qui sont dans l'enseignement privé, je le dis à une collègue, il faudrait quand même monter au créneau, il y a des choses qui vont plus, quoi. Ah, je vais vous dire, Madeleine, il faut toujours monter au créneau. Croire qu'on va régler les problèmes, quels qu'ils soient, et de quelque niveau et quel statut qu'on soit, croire qu'on va les régler en ne bougeant pas, eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci, Madeleine, en tout cas. Merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci beaucoup, Madeleine. On tourne une rapide page de pub et on retrouvera Jean de Montpellier. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Frédéric Mortier pour son livre L'honneur d'un enseignant édition Artege. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Jeanne de Montpellier. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, merci. Bonjour aussi à Frédéric Mortier. Oui. Voilà. Je n'ai pas tout à fait entendu le début de l'émission parce que je n'étais pas chez moi. Quand je suis rentrée, j'ai allumé tout de suite le poste et j'ai entendu le titre L'honneur d'un professeur. Oui. Alors j'ai voulu réagir aussitôt parce que là, je suis retraitée de l'éducation nationale. J'ai maintenant 80 ans. J'ai 45 postes à mon actif en tant qu'auxiliaire d'abord. Enfin bref. Dans toute l'académie. On m'a fait faire des choses pour lesquelles je n'étais pas qualifiée, notamment enseigner les langues anciennes alors que je ne les avais jamais étudiées. On m'a dit vous vous débrouillerez. On m'a fait enseigner le dessin alors que j'étais plutôt dans les lettres. Bon, voilà. Alors le respect et l'honneur d'un professeur, je ne sais pas qui c'est qui peut en espérer. Mais le pire que j'ai connu et combien de fois je suis sortie de mon établissement en faisant mon trajet retour pour aller chez moi, parfois à 70 km en larmes, parce que, par exemple, je vous cite, un jour, à la récréation, quand les enfants, heure après heure, changeaient, partaient, je leur demandais de laisser la classe propre et d'avoir du respect pour le personnel de nettoyage. Une gosse avait balancé des papiers sous sa table, j'ai demandé de les ramasser. Et elle m'a dit non. C'est pas mon travail, il y a des femmes de ménage. Je dis, elles ne sont pas là pour toi, elles sont là pour ce qui est collectif, général, mais pas pour toi seulement. Alors j'ai réitéré ma consigne, elle a pris ses affaires, elle est sortie. C'était la récréation, il restait 5-6 élèves là. Je dis, c'est pas grave, je vais faire un rapport. Ses copines sont allées vite lui rapporter qu'il y avait un rapport qui allait sortir. Elle est revenue vite fait.
Elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai demandé qu'elle ramasse ce qu'elle avait jeté. Elle a refusé. Alors elle a refusé, mais pire, elle m'a dit, va te faire enculer. Alors je lui demande le respect, je lui demande des excuses. Elle répète, va te faire enculer. Alors, de plus en plus, elle était beaucoup plus grande que moi, elle montait sur sa plante des pieds, elle me dominait d'une demi-tête. Une troisième fois, elle vous l'a répété, d'accord. Une troisième fois, va te faire enculer. Pour faire bonne mesure, ça faisait 3 fois, et pour faire bonne mesure, elle me dit salope. Elle sortait, il y avait un surveillant devant la porte qui avait tout vu, tout entendu, qui me dit si vous faites un rapport, je le contresigne. Et alors, vous l'avez fait le rapport? Je suis allée voir le principal adjoint, et quand je suis rentrée, parce que moi j'ai pris la peine de nettoyer ma classe avant de partir. Allez-y Jeanne, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs là, s'il vous plaît, il faudrait aller. Alors quand je suis arrivée auprès du principal, il m'a dit, mais madame, quand on parle mal à ses élèves, c'est pas étonnant qu'ils vous parlent mal. Ah, c'est formidable ça. Ah oui, c'est très alors joli. J'ai trouvé ça formidable. Ah ouais, formidable. Vous demandez à la personne de nettoyer, de ramasser les papiers qu'elle a laissés, et elle vous dit d'aller se faire. C'est très très intéressant. Jeanne, merci Jeanne, je voudrais faire réagir là-dessus. Vous voyez, Frédéric Mortier, c'est intéressant, ça n'a rien à voir avec votre histoire, mais c'est quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une époque, et je dis ça, où effectivement, et ça doit arriver ça très souvent, on l'envoie. Est-ce que vous avez aussi eu, vous, des insultes de ce genre? Non, c'est pas, je pense pas. Non, mais enfin, mais comment vous comprenez tout ça existe toujours, et très vrai évidemment. Mais tout ça se discute, se dialogue. Il n'y a pas de, enfin, on ne doit pas en arriver à des extrémités. Le souci de mon affaire à moi et de ce livre, c'est l'extrémité dans laquelle je me retrouve en fait. On doit pouvoir en discuter en amont. Qu'est-ce qui fait que, non, évidemment c'est un autre problème, mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, enfin on va pas parler de tous les problèmes de l'école, c'est-à-dire qu'avant les parents venaient, et si l'élève était, je dis pas que c'était bien ou pas bien, enfin en général ils morigénaient leur élève, ils engueulaient leur élève. Aujourd'hui c'est, mais l'élève a raison, espèce de salaud de prof, tu te conduis comme une ordure. Il y a ça. Peut-être que les parents des générations d'aujourd'hui ont mal vécu finalement leur école, leur collège, leur lycée, j'en sais rien. C'est une hypothèse. En tout cas, il est très vrai, il est très très vrai aujourd'hui que les parents d'élèves sont d'abord derrière leur enfant avant même d'avoir entendu ce que pouvait dire et l'établissement et le professeur. Il y a un défaut d'autorité aujourd'hui qui est très vrai. Mais il y a des professeurs qui se comportent mal, sûrement aussi, ça existe. Il ne faut pas non plus. Ça existe forcément dans toute profession. Il n'y a pas de profession d'ange et de profession de démon. Mais c'est vrai que quand on entend ce que dit Jeanne, et qui est malheureusement très courant, alors ça c'est vraiment, c'est quand même, ça pose problème. Lucien. Et on remercie Jeanne pour son témoignage. Et on accueille tout de suite Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour cher enseignant. Si j'osais, je dirais que pour un catholique, votre vie est devenue un chemin de croix. Ils ont essayé de vous faire monter le Golgotha, mais heureusement que vous êtes assez costaud, vous n'êtes pas monté jusqu'en haut. J'espère que vous avez trouvé quelques bons apôtres, notamment votre famille et quelques gens autour de vous qui vous ont aidé, parce que je me doute que pour vous, vous avez vécu des grands moments de solitude, grands moments de solitude. Ça paraît fou. Ça paraît fou ce que vous dites. Il y a peut-être 10 ou 20 ans de ça, on n'aurait même pas imaginé, que 10% de ce que vous dites existe, mais ça existe. Donc je voulais vous encourager bien sûr à continuer à lutter, parce que vous avez fait un livre, donc vous n'êtes pas un homme qui se laisse faire. Heureusement, il faut être costaud dans ces moments-là. J'ai vécu des moments de solitude dans ma vie. Donc il faut être très costaud, surtout qu'on n'est pas d'accord avec l'ordre établi. Donc je voulais vous féliciter, vous encourager. Ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas homme à baisser les bras. Heureusement qu'André est là pour recevoir les gens qui sont comme vous. Je confirme. Donc, merci beaucoup André. Et vous, monsieur l'enseignant, continuez, parce que vous avez fait un métier qui est très noble. Continuez. C'est vrai. Et merci Jean-Marc, merci beaucoup. Votre famille auprès de vous, et merci beaucoup. Et merci à vous de vos encouragements, Jean-Marc. Ouais, c'est normal, c'est le moindre des choses. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et on accueille Jacques de Cibourg. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui. Bonjour à tous les deux. Je vais être bref. En vous écoutant ce parcours incroyable, mais tout le monde est ému d'entendre ce parcours.
quel rapprochement à faire avec la façon dont le Samuel Paty, ce sujet-là, a été traité? C'est-à-dire que d'un côté, malheureusement, il a perdu la tête, et du coup, toute la France s'est émue. Et s'il n'avait pas perdu la tête, à mon avis, il aurait subi le même sort que vous. Voilà, c'est ma question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez eu des rapprochements? Merci. Oui, et pour dire, je vois, sans interpréter du tout ce que dit Jacques, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce genre de... c'est terrible, ne parlons pas... Enfin, parlons, mais l'expérience Samuel Paty est évidemment extrême et atroce, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une espèce de préjugés défavorables, de présomption de culpabilité dès qu'il y a une affaire, vous en parlez, présomption de culpabilité ou présomption d'innocence, auprès par exemple d'un professeur, mais ça pourrait être dans d'autres métiers, quand une affaire se déclenche, automatiquement, d'abord, c'est le professeur, je ne dis pas qui est coupable, mais à qui sur lequel règne l'air du soupçon. Probablement. Ouais. Probablement, et ça rejoint la question précédente, probablement qu'aujourd'hui, l'enseignant qui n'a plus autorité, il faut être très clair, qui ne fait plus autorité, ou que très rarement, et quand il fait autorité dans sa classe, et c'est tant mieux, et c'est un minimum, il a bien du mal à la faire cette autorité, ou à en être purement responsable derrière, et on sent bien, y compris dans nos établissements catholiques, que lorsque un parent d'élève, des parents d'élèves viennent se plaindre, c'est toujours d'abord leur parole qui est entendue avant même que l'enseignant ait pu se prononcer. J'ai été directeur de collège et de lycée pour des élèves, on va dire difficiles. La Fondation d'Auteuil, c'est tout près de ce studio, vous la connaissez bien. Jamais à mon époque, et on est en 2005-2010, jamais à mon époque il y a cette suspicion en fait. Et quand bien même il y aurait eu cette suspicion, on l'aurait traité d'une manière intelligente en discutant dans le bureau du directeur. Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment ce problème qui existe, cette autorité de l'enseignant qui, sorti de sa classe, alors même dans sa classe parfois, c'est extrêmement compliqué, mais sorti de sa classe n'existe plus, n'est plus considéré. Et surtout n'est plus soutenu par sa hiérarchie. Et je l'explique beaucoup dans ce livre. C'est où sont passées nos institutions, l'enseignement catholique, le rectorat. Et donc je ne fais pas de lien, bien sûr, avec Samuel Paty. Alors, dans le livre de présentation, cela existe parce que, encore une fois, quand Ouest France m'appelle la première fois, on me demande de faire ce lien. Et c'est vrai que peut-être je réponds d'une manière un peu maladroite, en disant j'espère que non. Et du coup c'est repris. J'espérais ne pas être repris, bien sûr. Mais évidemment cette situation où ce que je dis là envenime un tout petit peu les choses, ce que je regrette profondément aujourd'hui et ce sur quoi je ne veux pas faire de lien. Et vous dites que en tout cas l'autorité s'est perdue. Enfin, en tout cas, en grande partie. En tout cas, l'institutionnel a perdu autorité, mais ce n'est pas que chez l'enseignant, c'est aussi chez nos forces de sécurité, chez le politique. Enfin, moi qui suis maire d'une ville de 7000 habitants, je peux vous dire que c'est tous les jours que je m'aperçois que je ne fais plus autorité, bien sûr. C'est ça. Peut-être un dernier... Oui, rapidement, on a le temps de recevoir Hervé d'Agen. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour M. Perkoff. Bonjour. Bravo pour votre émission. Je vais être rapide. Allez-y. Moi, je vous invite toutes et tous à lire ou relire René Girard. Car ce qui arrive à ce professeur, en fait, on comprend très bien que c'est la réitération du bouc émissaire. Le bouc émissaire et l'ensemble de notre société soi-disant judéo-chrétienne et l'ensemble de l'Église n'a toujours pas compris le message du Christ. Voilà, la victime innocente, qu'il faut toujours sacrifier pour que les choses s'apaisent. Les bons samaritains. Oui. Non, merci Hervé. Oui, non, mais c'est vrai, c'est le mot de la fin, juste Frédéric Mortier, sans jouer effectivement au bouc émissaire idéal, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe tout au long de cette émission, et évidemment qui me frappe quand j'ai lu votre livre, c'est qu'on a l'impression que tout ça s'avance et qu'il n'y a pas, encore une fois, je répète, de contre-pouvoir. Allez, la machine marche, la machine dévore, la machine écrase, et puis advienne que pourra. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que je vis. Ouais. Et ça, c'est très inquiétant, et je le disais à l'instant, pas seulement dans le domaine de l'enseignement et sur ce qui m'arrive, mais c'est dans tous les sujets sont de la sorte. Et on ne sait plus très bien ce qui va permettre de faire un stop and go et de poser, de se reposer les bonnes questions de ce que l'on souhaite dans cette société, en fait. Vraie question, en tout cas, on continuera à se les poser. Vous le savez très bien, nous avons question à tout et on continuera.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Frédéric Mortier pour son livre L'honneur d'un enseignant, édition Artege. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.